L'une des grandes nouveautés de ce salon cette année, c'est l'Elixir Plus, le nouvel avion d'Elixir Aircraft. Elixir Aircraft, 10 ans d'existence, 55 avions livrés et déjà une nouveauté, une nouvelle version de l'Elixir. Cyril, tu es l'un des cofondateurs d'Elixir. Il y a 10 ans, on avait juste là à côté un photomaton. On se prenait en photo devant une maquette en bois d'Elixir. Aujourd'hui, il y a 3 avions et comme je disais, vous en avez déjà produit 55. C'est quand même un beau parcours en 10 ans. C'est vrai que ça fait 10 ans, on n'a pas fêté l'anniversaire sur le salon, mais parce qu'on n'a pas réalisé. Ouais. Et on est là pour ça. Exactement, et à vrai dire, tu sais, jamais été très bon pour se féliciter du chemin accompli et plutôt essayer de regarder devant sur ce qui reste à faire. Et 55 avions, en fait, c'est que le début, ça représente l'équivalent de ce qui nous reste à livrer dans le carnet de commandes. Et donc, c'est encore des années de travail et évidemment, les ventes vont les accompagner. Donc, il va falloir qu'on continue. Oui, parce que sur ce salon-là, vous avez vendu déjà des avions. Hier, à l'ouverture du salon, vous en avez signé 5 nouveaux pour une école grecque. Exactement, ça confirme le choix, l'option que l'on a prise d'aller s'orienter vers les écoles pro, non pas au détriment des autres, mais surtout pour porter les autres, parce qu'il faut faire du volume dans cette industrie pour pouvoir être rentable. Et donc aujourd'hui, qui a besoin d'avions ce sont les écoles. Global Aviation, c'est l'un des leaders en Europe de la formation de pilotes. Global Aviation, donc c'est l'école grecque, hein, c'est ça? Exactement, client de l'Elixir Plus et annoncé hier. 5 appareils, c'est une belle commande pour une école. En Europe, on est pas tout le temps en train de faire 30 avions pour l'ENAC, donc c'est vraiment très très bien. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'au Salon du Bourget, l'année dernière, vous avez signé un contrat ferme pour 30 avions avec l'École nationale d'aviation civile. Donc ça, c'est aussi une très belle référence, plus d'1 an de production. C'est plus d'1 an de production, c'est un nom prestigieux, c'est une responsabilité parce qu'il va falloir maintenant tenir ses engagements. Les premiers avions vont arriver là dans les prochaines semaines. C'est vraiment une question de mois cet été. Ça va nous faire changer de braquet et c'est pour le mieux parce que les écoles pro avec qui on travaille ont besoin de cette structuration et l'ENAC va nous apporter le poids du support et du soutien avec une flotte aussi grosse. Ça va être un super exercice. 10 ans en arrière, est-ce que tu imaginais qu'en 2026, vous en seriez à ce niveau-là? C'est-à-dire un nouvel avion, 55 livrés et surtout l'aventure américaine dont on va parler tout à l'heure. Alors oui et non, naïvement non, parce que tout ce qui s'est passé entre-temps, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Par contre, oui, d'un point de vue marché et débouché, en fait, dès le début, on savait qu'il fallait former des pilotes et dès le début, on savait qu'il fallait aller aux US. Et ça s'arrêtait là. C'est le seul truc qu'on avait à peu près compris. Et ensuite, les jalons à franchir pour y arriver, c'est passé par le photobooth au départ et ensuite, ça a été au fur et à mesure de montrer l'avion, le squelette tel qu'on l'a montré en 2017 et la première reveal au Bourget dans la foulée. Non, je serais incapable de dire qu'on aurait pu prévoir quoi que ce soit. Mais par contre, juste avoir cette vision on a au moins ce besoin, on sait qu'il y a un marché et ça a été le principal parce qu'au moins ça nous a permis de continuer économiquement, financièrement l'aventure. Au départ, c'était un avion plutôt destiné aux aéroclubs. Oui, absolument. Alors, c'est un avion de formation. Si on regarde en fait cette industrie, c'est une industrie conservatrice qui a besoin de temps pour s'adapter, pour comprendre, parce que la sécurité prévaut sur tout le reste. Et donc, cette sécurité se matérialise fortement dans les décisions économiques également. Commencer par les clubs, c'est commencer par, entre guillemets, les plus courageux, parce que ils sont à taille plus humaine, ils sont capables de plus comprendre sans se faire prendre de haut alors qu'on est tout petit, et on ne pouvait pas faire sans eux. Et ça reste de la formation, donc oui. Le besoin est relativement similaire. Mais parce que là, on a parlé de l'École nationale d'aviation civile, on a parlé de Global Aviation, une école grecque, privée, et donc vous avez signé d'autres écoles, notamment au Salon du Bourget. Aujourd'hui, l'essentiel de vos commandes, ce sont des avions pour des écoles professionnelles. Absolument, ça représente la grande majorité. Qui plus est, acheté par des loueurs et remis ensuite en opération dans les écoles. Donc le modèle se professionnalise grandement, ça ressemble de plus en plus au modèle de l'aviation commerciale, tout ça. Et il faut s'y adapter. On a des enjeux économiques qui font que nos clients ont besoin de passer par ce genre d'intermédiaire pour y arriver. Et je pense que
les clubs vont y venir également. Mais néanmoins, on a toujours voulu faire étape par étape. Donc, des clubs et quelques privés au départ qui ont eu cette foi de croire en nous. Il y en a une vingtaine, je pense, aujourd'hui en France qui volent en club, encore quelques-uns à livrer. Et ils marchent bien, ils volent beaucoup. Il y en a qui font 700 heures par avion. C'est vraiment très, très prometteur. Et les écoles vont servir ensuite ces gens-là parce que les avions d'occasion et l'apprentissage de nous, constructeurs, vont faire que ça va bénéficier mutuellement. C'est pas les uns contre les autres, c'est en fait tous ensemble. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est pas la même clientèle, c'est pas la même attente. C'est-à-dire qu'une école privée qui achète des avions, c'est pour les faire tourner au maximum et ils ne peuvent pas se permettre de laisser un avion au sol pendant une semaine. Les avions doivent tourner pour faire des heures de vol, pour satisfaire leurs clients. Et ça impose d'avoir un support client pointu et performant. Et structuré, oui, absolument. On est passé en l'espace de 2 ans, de 1,5, un ingénieur support, et le demi, et encore le 2-3%, c'était moi, et maintenant ils sont 12. On a un directeur de support d'expérience qui emmène des ingénieurs motivés, un atelier avec un responsable d'atelier d'expérience qui est capable de remettre en état les avions, d'envoyer des go-teams pour aider les clients lorsqu'ils ont des vrais problèmes dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer. Et ça n'aurait pas pu se faire sans le recrutement et l'arrivée de nouvelles personnes qui nous aident à sortir un peu de notre boîte et à faire grossir tout cela. Et c'est indispensable parce qu'un avion Grande, c'est un avion qui coûte très très cher et il faut absolument s'en occuper, clairement. Avoir des clients qui utilisent énormément vos avions, c'est aussi un retour d'expérience énorme pour vous. Clairement. Et on a découvert un mot d'ailleurs, notre ami Marc Douton, le directeur du support, est un ancien Airbusien Dassault. Et on a appris un mot, unforeseen misuse. C'est-à-dire tout ce qu'on n'aurait même pas imaginé qu'il puisse arriver. Et ça arrive tout le temps. Et donc, on est content parce que l'avion est robuste, il est tolérant. Mais par contre, il faut qu'on l'améliore pour qu'il tombe moins en panne, il puisse aider encore à être encore plus sûr à bord. Et ça, c'est un tas de choses qu'on a appris sur l'usage. On a amélioré les trains d'atterrissage pour le rendre plus stable. La verrière va être filtrée infrarouge maintenant parce que nos petits camarades en Arizona et en Floride, ils en ont besoin. Mais les Grecs aussi. Oui, bien sûr. Plein de petits systèmes qui s'améliorent comme ça. Et en fait, le plus nous vient de là aussi. Il vient, on va en reparler des US, mais il vient aussi de tout ce qu'on a appris sur le terrain parce que il y a des gars comme Ignatia, ils font des milliers d'atterrissage en l'espace de quelques semaines. Et donc ça, c'est le tiroir Ikea là, qui s'ouvre et qui se ferme pendant des heures là, dans la boutique. C'est pareil. Donc c'est sans commune mesure. Alors ça peut être rude parfois parce qu'on se dit, purée, mince, il y a un truc qui a pété. Mais au moins, on a un bon BE structuré qui est capable de répondre rapidement aux besoins. Et on était capable en quelques semaines, nous, d'apporter des modifications, des services bulletins qui repartent et les clients qui revolent. Et ça, c'est vraiment le truc indispensable quand on a envie de devenir un gros constructeur. À travers donc tout ce que vous avez appris au cours de ces 4 années, parce que ça fait que 4 ans que vous avez commencé à livrer. Oui, tu as raison. Ouais. Février 2022. Ça va finalement vite et pas très vite à la fois. Et tout s'est accéléré, mine de rien, avec tous ces clubs qui ont été livrés sur 2024, notamment ces écoles qui ont été livrées l'année dernière, parce que le nombre d'heures de vol a explosé, c'est devenu exponentiel. Et c'est là qu'on a pu, à cette échelle, constater les choses à améliorer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait rien d'infaisable, il n'y avait rien de très long, et finalement, ça marchait relativement rapidement. Et ça, c'est hyper important de se dire que c'est rendu possible juste parce qu'on a un bureau d'études compétent avec 20 personnes et ils cravachent dur pour y arriver. La plupart du temps, on se débarrasse des bureaux d'études assez rapidement et c'est une grosse erreur parce qu'il faut les garder pour ce support de prod, ce support de service après-vente, évidemment de faire des plus gros avions un jour. Mais cette compétence, elle ne s'acquiert que par le temps. Et donc, c'est très, très précieux. Donc, 4 ans où vous avez continué à apprendre et à améliorer le produit. Et c'est ce qu'on retrouve, toutes ces améliorations, on les retrouve dans l'Elixir Plus. Mais le déclencheur, ça n'a pas été ça a été les USA. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on s'est retrouvé à un moment donné. Le premier, c'est Marc qui m'a dit, mais Cyril, il y a trop de modifs dans ce truc. Est-ce que c'est le même avion? Et en fait, on s'est regardé, on a fait même. Ouais, c'est vrai que ça change beaucoup. Alors, d'extérieur, on le voit. Mais si on se met là, on le voit moins quand même. Et finalement, il y a un tiers de l'avion qui change. Un tiers? En termes de nombre de référents, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dans l'avion. C'est l'une des particularités de... C'est un atout, c'est un avion simple. C'était votre philosophie de départ. Clairement. Il est toujours simple, mais sur ces 700-800 pièces références que l'on a dans notre catalogue, donc ça fait très peu d'éléments,
Mais il y en a un tiers quand même qui a changé. Donc il y en a 300 qui sont nouvelles, remplacées, disparues. Et donc là, on commence à se dire, bon, comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens cette évolution? Il y a des pièces, elles sont invisibles. Il y a un angle de train d'atterrissage principal de 1,5 degré vers l'intérieur. C'est invisible à l'œil nu et que quelques mécanos qui vont être au courant. On peut pas dire, je vous jure, c'est un nouvel avion. Donc il a fallu le marketer, l'expliquer. Et ces beaux winglets viennent de la certification américaine. Et donc ça va nous permettre de visuellement se dire, bah voilà, c'est plus le même avion. Et donc clairement, les US ont emmené l'Elixir Plus parce que c'était le second volet. On fait pas une modification au milieu de nulle part et on a essayé de mettre tout ensemble au même moment. Il existe une réciprocité entre les certifications européennes et les certifications américaines, mais il y a toujours, quand même, dans un sens comme dans l'autre, des demandes spéciales. Et là, il y en avait beaucoup du côté des Américains, des demandes spéciales pour passer de la certif européenne à la certif américaine. Eh ben, je vais faire bondir peut-être le BE, mais non, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'en fait, l'équivalence, le principe de l'amendement 5 de la CS23, qui était équivalent à l'amendement... Donc ça c'est le cadre réglementaire des avions légers. Hein. Donc si on veut faire du commercial, donc de la formation, nous ce qu'on voulait c'est le règlement le plus rigoureux et sûr pour la sécurité des gens. CS23, PART 23, FAR 23 aux États-Unis. Et en fait, grâce à cette réciprocité, l'EASA et l'FAA reconnaissent des compétences communes. Donc typiquement en structure, elles reconnaissent qu'elles ont la même compétence. Et donc il y a des chapitres qu'elles ne le relisent pas. Par contre, il y a des chapitres sur lesquels ils sont moins d'accord. Et donc là, ils ont gardé leurs prérogatives, notamment la partie vol. Et sur le comportement en vol, c'est pour ça qu'on a ces appendices aérodynamiques nouveaux qui sont apparus. L'EASA, clairement, n'interprète pas la sécurité de la même manière. Et donc on a dû s'y adapter. Et c'est pour le mieux parce que ils sont sur ce domaine, ils demandent des choses qui sont intéressantes et donc nous on est heureux de les mettre parce que ça va servir les gens en Europe aussi. Par exemple, quelles sont les modifications qui ont apporté vraiment un progrès en termes de sécurité? Nous ce qu'on voulait c'est faire un avion déjà adapté au marché américain et donc le marché américain nécessitait d'augmenter la masse max au décollage pour tenir une exigence qui nous semble capitale pour les écoles, c'est 2 pilotes 200 kg et tout le plein d'essence, donc 72 kg d'essence, donc 272 kg. Dès qu'on change ces paramètres, ça impacte les charges aérodynamiques, donc on reprend un peu quand même l'équation de la feuille blanche. Et de l'autre côté, on voulait absolument garder cette caractéristique de décrochage sain qui luttait contre la perte de contrôle, notamment sur les erreurs en dernier virage, tout ce que les pilotes oublient de faire et dont ils sont victimes sans s'en rendre compte. En plus de cela, la FAA rajoute sa propre interprétation de ce que c'est qu'un décrochage sain qui est différente de celui de l'Europe. Si j'essaie de le donner vulgairement en quelques mots, je suis même pas sûr d'avoir bien compris moi-même. L'EASA nous demande d'atteindre le décrochage en 2 secondes et de prouver qu'il n'est pas dissymétrique dans toutes les configurations. Et la FAA nous demande de l'atteindre et de le maintenir pendant 2 secondes. Et là, c'est ça change tout, là. La différence entre aller sur la Lune et aller sur Mars. L'un est compliqué et l'autre est extrêmement dur. Et donc, ces appendices, en fait, montrent toute cette différence, tout ce travail. On a le même résultat, mais on partait, vous avez bien vu, d'un produit qui est différent parce qu'il était plus lourd. Et en plus, avec une exigence qui était encore plus rigoureuse. Et donc, des winglets, des ailerons plus grands, un tas de petits artifices, des générateurs de vortex qui permettent de garder cette caractéristique qui nous semble essentielle. L'Elixir Plus, maintenant, qu'il soit immatriculé en Europe ou aux États-Unis, ce sera le même. Exactement. Donc, il y a un seul avion dans la gamme, c'est l'Elixir Plus. Alors, oui et non. Alors, l'Elixir Plus, c'est aussi l'opportunité de s'asseoir en tant que constructeur avec une segmentation par rapport aux besoins de nos clients. Et au tout début, on n'avait pas les moyens de monter la marque Elixir Aircraft et la marque d'un avion à part. C'est un peu comme Airbus qui est devenu EADS qui est devenu Airbus. Et donc, on s'est dit, l'Elixir d'Elixir Aircraft, ça sera quand même plus facile. Et donc, c'était un modèle associé à un nom. Et il s'avère qu'aujourd'hui, dans l'usage que l'on constate de la formation, on part des écoles de pilotage et on va jusqu'à l'aéroclub. Et clairement, c'est pas les mêmes tableaux de bord, c'est même pas les mêmes fonctions entre écoles. Et donc, la gamme va se décliner de la manière suivante. L'Elixir, pas plus, mais l'Elixir va exister encore en termes de version initiale. Il va s'appeler Initial. D'accord. Et ensuite, l'Elixir Plus, qui est celui qu'on voit, va se décliner en 3 versions. L'Essential, qui est celui qui est certifié aujourd'hui VFR de nuit avec son full glass cockpit Garmin et son moteur 100 chevaux Rotax. L'Elixir Expert va être la version IFR de ce même avion. Et ensuite, l'Elixir Elite, qui à vrai dire celui-là, ça sera l'IFR avec le gros moteur de 140 chevaux de turbo.
Et là, on commence à répondre un peu à tout ce que les écoles cherchent faire. L'épine dorsale qui va être le VFR de nuit qui fait le début de la formation, qui monte quelques heures de vol. L'IFR qui vous envoie sur la navigation un peu plus avancée à la sauce pilote de ligne. Et le gros moteur qui vous envoie vraiment dans la charge mentale d'un avion qui va vite pour rentrer dans des zones contrôlées, chargées, il y a du travail, il faut que ça soit représentatif. Et on a des écoles qui nous disent, on a des airlines qui nous disent voler en IFR, ça peut être que vite. Voler en IFR lentement, c'est pas représentatif de ce que nos pilotes vont rencontrer, donc il faut aller vite. Et donc grâce à ça, on couvre la gamme totale de ce que recherchent les écoles, et ça nous permet de mieux aussi faire comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est du travail tout ça. C'est du travail, et donc cette gamme, 4 avions donc, Absolument. elle sera complète quand? Eh bien, on travaille sur l'IFR depuis maintenant quelques mois, mais c'est le tout début du programme. Objectif année prochaine, en ce qui nous concerne, hein, rappelle-toi notre modo. Nous, on sait ce qu'on peut mettre comme planning, mais il y a des gens aux agences qui peuvent avoir des mots à redire, donc il faut les écouter. Et, donc ça peut faire varier les calendriers, mais en tout cas, ça nous semble réaliste. Entre-temps, d'ici l'année prochaine, on pense avoir fini le 915 tel quel, mais en VFR. D'accord. Et donc, ça veut dire que d'ici l'année prochaine, on aura quasiment la totalité de cette gamme. Et ça ouvrira la porte, parce que les choses ne seront pas finies, à sans doute ce que la turbine de Turbotech va nous amener à faire d'ici 2030, je pense. D'accord. Quand vous vous êtes lancé il y a 10 ans, pour vous, la certification, c'était un but. Est-ce que vous pensiez que vous aviez fait le plus gros du chemin en arrivant à la certification? Non. C'était, enfin, oui et non. Enfin, on a pensé qu'on avait atteint le bout, et en fait, on a découvert que quand on fait la conception, on est entre soi-même et les bouquins qu'on a à notre disposition. La contradiction ne vient que de soi-même. Donc, Elixir, 5 ingénieurs, voilà, on discute. Ensuite, Certif, c'est finalement à deux. C'est l'agence et soi-même. Alors, il y a plein d'experts, etc. L'Indus, c'est la centaine de suppliers, De fournisseurs, donc. de fournisseurs, la centaine de salariés, c'est toujours l'agence, c'est toujours les bureaux d'études. Tu rajoutes une autre agence avec la FA, on avait la CA britannique entre-temps, et là d'un coup on s'aperçoit que l'équation à résoudre elle est quand même beaucoup plus compliquée, et notamment elle a beaucoup d'inconnus, parce qu'il y en a un qui se bloque, qui se grippe dans un de ces endroits, et il y a tout l'édifice qui est bloqué, qui s'arrête, il nous manque le boulon machin truc, et on ne peut plus sortir d'avion à livrer. Et donc c'est là qu'on minimise, quand on n'a pas l'expérience de cette aventure industrielle, l'enjeu que ça représente. Certifier c'est dur, designer c'est dur, mais l'Indus c'est sans commune mesure. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça, il y a 10 ans, quand tous les trois vous vous êtes lancés dans l'aventure, vous aviez quand même une notion, ou vous l'avez vraiment découvert? On a eu de la chance, et grâce à l'expérience d'Arthur et Nicolas qui avaient vécu avec Dinaero cette aventure industrielle, donc ils savaient ce que c'était. Mais ça restait quand même à une échelle différente. Artisanal. Ça restait artisanal par rapport à vous, qui est vraiment une industrie. En tout cas, on s'attelle à l'être. Moi, je trouve qu'on est encore très artisanal au sens où, mais pas au sens péjoratif, au sens où il y a de l'humain qui met avec son expertise les doigts dans la matière pour en sortir un avion. On n'est pas sur une chaîne automobile. Et en fait, l'expérience de Nicolas et d'Arthur à l'époque, c'était de se dire, OK, on voit assembler ces kits, c'est compliqué, il faut que ça soit simple pour le faire. Le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils sont bons, en fait. Vraiment, ils ont de l'expérience, ils ont fait ça depuis tout petit, ils parlent couramment la langue. Sauf qu'en fait, quand tu embauches des gars là, qui sont peut-être en reconversion parce qu'ils faisaient un autre métier avant, de la boulangerie, ça arrive, on a des couturiers, ils n'ont pas grandi dans ce milieu. Et en fait, tu t'aperçois que tu ne peux pas être aussi bon que Nicolas et Arthur l'étaient. C'est dans ce sens qu'on n'a pas été assez loin dans la simplification. On aurait dû encore plus simplifier. On a bien simplifié pour la maintenance et la prod, mais on aurait dû aller encore plus loin pour. En fait, il faut simplifier encore plus pour que la production soit facilitée. Et ça, c'est très compliqué de rendre les choses simples. C'est vraiment très compliqué. Parce qu'au début, Arthur, on se disait, avec lui, il disait maintenir un Elixir, ça prend quelques heures. Moi, je le fais en 5 heures. Mais le gars est une machine, donc en fait, dès qu'il y a Marc qui est arrivé, il a fait. Et donc, les gars, c'est quoi ce chiffre-là et ouais, en fait, ça prend un peu plus de temps. C'est pas dramatique, mais ça, clairement, on n'aurait pas pu l'anticiper sans avoir fait cette aventure industrielle. Donc, il faut s'entourer maintenant. Et si tu croises aujourd'hui un jeune ou 3 jeunes ingénieurs, tiens, par exemple, 3 jeunes ingénieurs qui se baladent et qui disent ouais, c'est bien ce que vous avez fait, mais nous, on a un super projet pour construire aussi un avion. Tu leur conseillerais quoi? Oh là là, c'est
Alors, paradoxalement, il y a il y a un petit jeune hier qui est venu dans la question. Et en fait, je me méfie de moi-même, mais vraiment comme de la peste, parce que on tombe tellement vite dans le jugement. On a rencontré tellement de gens qui nous ont dit vous n'y arrivez jamais, que je suis effrayé d'être moi-même le gars qui porterait en fait un avis sur quelque chose que je connais pas. Et donc à la fin, le conseil, à part persévérer, toujours y croire et jamais écouter les faiseurs de mauvaises aventures. Voilà, il faut juste persévérer. Mais alors après, aucun jugement sur ce qu'il faut d'autre, sur ses convictions, parce que je m'aperçois que ça s'effondre au fur et à mesure. On érige une conviction et en fait, non, on avait tort. Et il y a il y a des gens qui vont peut-être prouver des trucs inverses. Par exemple, nous, on n'a jamais voulu faire de non certifié avant de faire du certifié. Oui. Et tu vois, par exemple, TurboTech, je suis persuadé qu'ils vont faire l'inverse et ils vont prouver qu'ils vont y arriver. Ouais. Persuadé. Et donc ça veut dire que j'ai pas envie de dire allez, fais du non certifié parce que je te promets que ça va marcher. Pour nous, ça a marché, mais c'est comme ça qu'on a fait. Est-ce que ça va marcher pour les autres? Je sais pas. Donc je sais pas, je me méfie un peu des conseils. Je me fais de très mauvais consultants. Le futur, c'est le futur très très proche, hein, puisque c'est dans quelques semaines, ça va être l'aventure américaine. Alors, c'est le 2e ou 3e épisode, hein, c'est une série qui dure depuis un certain temps. Jusqu'à maintenant, quand vous allez aux États-Unis pour montrer vos avions, vous les mettiez en container, tout ça. Cette année, pas de container. Alors oui et non. Il va falloir les transporter quand même d'une manière ou d'une autre là-bas. La bonne nouvelle, c'est que ils vont y rester, et 2, ils vont arriver en vol à Oshkosh. Et donc ça change tout, parce qu'en fait, on lance l'aventure. En termes de marketing, ça va permettre de montrer l'avion, de faire voler des Américains, parce qu'à part lesquels qui ont traversé l'Atlantique pour venir essayer l'appareil, sinon tout le monde attend, en tout cas ceux à qui on en a parlé. Et donc ouais, ça va changer énormément de choses. Mais alors, les avions partent en vol? Aujourd'hui, on a encore plusieurs options. En fait, on a toujours conteneur en premier et éventuellement ferry flight. En fait, ça dépend des délais que l'on constate. Mais là, ça veut dire quoi, partir avec un élixir aux États-Unis en vol? Ça veut dire comme les gens qui le font en petit avion, ça veut dire un réservoir additionnel à l'intérieur, tous les équipements de sécurité pour le pilote, et ensuite on y va. Alors rien d'extraordinaire au demeurant quand on regarde ceux qui le font régulièrement, mais quand même une petite appréhension. Donc c'est pas la solution idéale, parce que le modèle industriel tel qu'il sera, ça sera un conteneur rempli de 2 ou 3 avions qui part régulièrement aux États-Unis, qui est réassemblé à Sarasota et ensuite qui va retrouver sa destination finale. Et ça sera sans doute le cas des prochains avions là qui vont arriver. Mais il y a toujours le ferry flight qui est une option, parce qu'en fait, tu es en retard pour n'importe quelle raison. Où les prix du transport explosent parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, qu'ils n'ont pas de pétrole pour leur bateau, j'en sais rien. Oui, c'est toujours un moyen de convoyer un avion, c'est quand même simple. Donc c'est une option que c'est une option qu'on a toujours en tête, parce que c'est pas si loin. Ouais. Donc, mais bon, tu peux être bloqué météo, il peut t'arriver plein de trucs. Donc on ne se l'interdit jamais, mais par contre, on va regarder attentivement si c'est la meilleure des options. Il y a toujours des pour et des contre. D'accord. Et donc, cette année, au salon d'Oshkosh, donc le plus grand rendez-vous mondial de l'aviation générale, vous allez exposer 3 avions, comme ici. Exactement, comme ici, l'objectif. Alors, ça ne sera pas une gamme déclinée, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas le 915 là-bas, ça sera tous des Essentials, des élixirs tels que cette version l'est. Et donc ça sera les 2 premiers avions de Cirrus Aviation, nos partenaires de longue date à Sarasota, et Sierra Charlie Aviation, cette école en Arizona, à Scottsdale, ces fameux Américains qui avaient commandé 50 à 100 avions. Et le premier appareil va arriver. Le but, ça va être de tester ces avions aux États-Unis. On veut voir comment ça se comporte en Floride, temps chaud et humide. On a envie de voir comment ça se comporte en Arizona, temps extrêmement chaud et très sec. Et ça, le but, c'est de pouvoir améliorer s'il y a besoin d'améliorer. On va pas se le cacher, les avions en Grèce, ils ont des conditions qui sont assez dures également. Kavala, Ignatia, c'est au bord de la mer. C'est à côté de la montagne aussi, il y a du vent. Donc les conditions sont déjà bien éprouvées. Donc on est très confiant pour l'avion. Mais derrière tout ça, il faut quand même le soutien. Il faut de la pièce détachée, il faut que les mécanos soient formés, il faut que les pilotes soient formés. Il faut qu'on ait du conseil à toute heure, parce que mine de rien, Arizona, Scottsdale, il y a 9 heures d'écart. Donc ça va nécessiter de construire tout le support américain. Donc dans le conteneur partent des pièces détachées, ça semble évident. Mais il faut qu'ensuite, toutes les équipes de Elixir viennent former les gars là-bas. Et donc ça va être la grosse activité du mois de juin notamment. Tu disais une 50aine d'avions à livrer au total. Combien aux États-Unis? Alors aujourd'hui, aux États-Unis, en ferme, j'en ai que 3. Et volontairement, parce que
Je suis persuadé qu'on aurait pu en vendre plus, mais on se serait retrouvé dans une situation où on n'a pas le soutien derrière. Et un bon avion sans soutien, c'est un mauvais avion à la fin. Et donc, on a voulu rester dans de l'entre-soi sur des gens en qui on avait entièrement confiance, dont on sait qu'ils sont conscients de ce que représente l'arrivée d'un nouvel avion en flotte. Et si j'ouvre la porte, j'en ouvre la porte à deux avions de plus. Donc un client, je pense. Derrière, tous les autres avions encore à livrer, c'est des avions européens et français, notamment avec l'ENAC. Par contre, en précommande et en lettre d'intention, on est toujours au fameux 300 Oui. qui date d'il y a quelques temps déjà, qu'on a gardé bien au chaud et pour lesquels on attend d'avoir ces fameux avions de démo pour dire eh ben regardez les gars, maintenant venez l'essayer, dites-nous ce que vous en pensez. Et le vrai départ de la livraison ferme de plus d'avions, à mon avis, ça sera 2027. 2027, donc. Oui, c'est là que ça va commencer à se mettre en route. Il y aura peut-être quelques avions avant, fin 2026. Mais il faut qu'on construise tout et donc en fait, on ne va pas pouvoir aller plus vite que la musique. Et tous ces avions, qu'ils soient destinés donc, à l'Europe, à la France ou aux États-Unis, pour l'instant, sont tous produits, fabriqués à La Rochelle. Absolument. En fait, c'est assez bête. On a une infrastructure avec des coûts fixes. Tant qu'on ne l'a pas saturée pour que tout ça soit amorti et bien financé, il faut continuer à la faire monter en cadence. Donc là, aujourd'hui, on est à 2-3 avions par mois. Nous, notre but, c'est de monter vite à 5 avions par mois pour atteindre ces 50-60 avions dans l'année. Et en effet, ces avions seront dispatchés partout dans le monde. Ma conviction, c'est qu'il y en a une grande majorité, je dirais 60%, 70% qui vont aller aux US. On sent bien que le besoin est là-bas. Au bout de combien de temps, 50 à 70%? Alors, on a les 30 avions de l'ENAC à livrer, donc ils vont représenter une forte part. Ouais. Mais en termes de vente, je pense que les US vont prendre le pas assez vite. Historiquement, c'est 10% l'Europe en termes de livraison d'avions. C'est un bon marché parce qu'il est dense. C'est-à-dire qu'on se retrouve du Royaume-Uni à la Grèce, en passant par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Voilà, ça marche bien ici. Et l'Europe centrale également. Par contre, ça reste que 10%. En revanche, on a toute cette Asie étendue, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande, qui est en forte croissance là-bas. Et donc, une partie de cette production va aussi, je pense, aller dans cette direction. Parce qu'on voit bien que le continent indien a commandé tellement d'avions qu'ils ont besoin de former des pilotes. Et les former localement, ça les arrangerait. Donc, que ce soit en Inde ou dans les pays périphériques. Mais alors ça, c'est encore une sacrée aventure de partir à l'attaque du marché asiatique. Parce que c'est aussi des nouvelles certifications à obtenir. Oui, alors c'est profondément réfléchi. Finalement, en fait, à la fin de la FAA, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui reste comme programme, les gars? Il y a de l'amélioration continue avion, ça c'est certain, du support de production, certification IFR, certification 915, turbine peut-être après. Et donc la question, c'était en bande passante, on est comment? En fait, finalement, en bande passante, il y a du travail, c'est sûr, mais il y a un peu de place quand même pour aller chercher d'autres marchés. Et il y a des pays où on sent qu'il ne faut pas manquer le coche. Et donc, clairement, on va y passer du temps. Au début, ça sera un ingénieur nav qui va les regarder, défricher, analyser. La bonne nouvelle, c'est que malgré toute cette segmentation État par État, la FAA et les EASA sont très écoutés. Donc, on ne va pas avoir à réécrire l'histoire d'une page blanche, bien au contraire. Par contre, ça peut être du temps, c'est différentes cultures, c'est pas les mêmes modes de travail. Donc, on y est attentif, mais oui, ça fait encore partie des enjeux de la décennie. Hein. En 2030, on y sera encore. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer dans les années à venir, alors? Non, surtout pas, là. Surtout, que ce soit en BE ou en force de vente, en marketing, on a encore beaucoup de choses à construire. Vous êtes combien de salariés actuellement? On doit être autour des 225. Et vous continuez à recruter? Toujours, oui. On est toujours en demande, notamment pour ce qui concerne les phases de production, des drapeurs, mais aussi toutes les phases d'assemblage finaux. Donc, ajusteurs-monteurs pour assembler des avions. C'est des métiers qui demandent de la compétence, de la rigueur, de la patience. On a besoin de ces gens et ça prend du temps de les former. Et à chaque fois, c'est toujours... on dégrade un peu pour redevenir meilleur. Et donc, la situation est moins critique qu'elle ne l'était il y a quelques temps aujourd'hui. Néanmoins, pour une structure à notre taille, former en interne, c'est très coûteux. Donc, il faut qu'on soit patient. Mais oui, ça reste un des gros enjeux. L'autre gros chantier, c'est la construction de la nouvelle usine. C'est quoi le calendrier aujourd'hui? Alors, le calendrier, ça va être pour l'instant... Donc, elle est conçue, on a les plans, on sait ce qu'on veut y faire, elle est agencée.
mais on s'aperçoit que la souplesse, c'est surtout pour l'instant avec ce qu'on a, voire de rajouter quelques bâtiments, de pousser les murs jusqu'au maximum. Parce qu'en fait, d'un point de vue pertinence de la ressource, organisation du marché, on se dit il faut saturer l'outil. Maintenant, on n'a pas les moyens d'aller attendre un gros truc pour pouvoir avancer, donc il faut pousser au maximum, être innovant. Donc là, pour l'instant, on privilégie plus de rajouter des bâtiments. Donc l'année dernière, on a rajouté 1000 m² pour l'assemblage final. L'année d'avant, on a ouvert un site de production des composites. Ces derniers temps, on a rajouté des bâtiments de stockage pour les avions en attente de livraison. On cherche en permanence des endroits de stockage pour tout le matériel, notamment de production en cours de développement. Bref, il y a vraiment plein de choses. Et ça, c'est la priorité parce que ce 5 avions par mois dont on a parlé, on est capable de le faire avec les infrastructures actuelles. Dès qu'on aura saturé ça, un peu avant, parce qu'il faut l'anticiper, oui, là, on commencera à se dire maintenant, il est temps d'y aller. Mais on ne veut pas griller les étapes parce que ça serait se brûler les ailes à un moment donné si on va trop vite. Et avec un énorme outil qu'on n'est pas capable de remplir, juste faute même de temps, même pas de moyens, c'est juste de temps. Bien, merci. Donc, entre la montée en cadence de la production de 2,5 avions par mois à 5, l'extension de la gamme avec plusieurs avions et puis également les nouveaux marchés asiatiques, Elixir Aircraft a encore pas mal de boulot. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et puis n'hésitez pas, abonnez-vous. À bientôt, merci.